Ok, bon, ça m'a l'air bon. Ça, attends. Ça, ok. Alors, faut que j'allume. Allô. Ok, ça m'a l'air bon. Bah, tout m'a l'air ok. Je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image. Je vous laisse répondre sur le chat écrit. Et on va commencer tout de suite. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le retard. J'étais en pleine discussion avec quelqu'un de très intéressant. Après, c'était pas évident de couper. En tout cas, ce sera peut-être quelqu'un avec qui on va travailler. Et putain, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse avoir son témoignage, son interview. Quelqu'un qui connaît très bien le marché, notamment notamment les marchés financiers à destination des particuliers. Et il y a énormément de choses à nous dire, de choses à proposer. Après, il faudra voir. Mais tout ça se préparera de toute façon pour la rentrée. De toute façon, actuellement, c'est tout ce que je suis en train de faire. Hein. Là, l'été, c'est plus light parce que je bosse énormément sur le site pour préparer une rentrée vraiment importante sur videobourse.fr avec beaucoup de projets. Salut Vincent, salut Mips qui sont présents sur le Mumble. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission par le chat écrit ou par le chat audio Mumble. Vous avez le lien au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Vous pouvez suivre les résultats de mon compte. Au-dessus ou en dessous du cadre de diffusion de l'émission, vous avez les liens vers MyFixBook qui vous permettent de suivre les résultats que l'on obtient au fur et à mesure. Je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image, s'il vous plaît. Merci de me répondre sur le chat écrit, ça prend 2 secondes. On va commencer rapidement. Cette émission, comme les autres, seront disponibles prochainement. Pas prochainement, seront disponibles dès la fin de l'émission. Enfin, une demi-heure après la fin de l'émission sur YouTube en différé. A priori c'est ok. J'attends votre confirmation s'il vous plaît. Ça prend 2 secondes, alors merci de me confirmer. Je suis arrivé en retard donc je suppose qu'il y en a pas mal qui ont dû rebrousser chemin. Ceux qui restent, merci de m'indiquer si c'est ok au niveau du son et de l'image s'il vous plaît. Sur le chat bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Sur videobourse.fr. Ok, Cédric me confirme que c'est ok au niveau du son et de l'image, on va pouvoir commencer. Alors, on a 7 positions en cours, comme vous avez pu le voir au fur et à mesure des sessions de trading précédentes. Donc une à la vente sur le Dow Jones, c'est celle qui gagne le plus, on gagne 127 €, ce qui n'est pas énorme, on était à plus de 200 tout à l'heure. Ensuite on a du profit sur le dollar yen, 15 €. Et ensuite on a plusieurs positions négatives, donc on perd sur le Nikkei, on perd sur le dollar face à la livre turque, on perd 80 € sur notre position à l'achat sur le VIX, on perd 93 € sur notre achat de l'euro face au dollar canadien, et on perd 182 € sur notre vente de l'or. On a actuellement 260 € de perte en cours sur un compte qu'on avait commencé avec 10 000 € et qui s'élève désormais avec une balance de 10 489,78 €. L'équité est actuellement à 10 229 €, donc il ne progresse pas tellement ces dernières semaines. Ça viendra au fur et à mesure, on continue à travailler sérieusement, à appliquer notre stratégie trading, et ça le fera au fur et à mesure. Alors, déjà on va aller voir s'il y a des choses à faire du côté des positions gagnantes, s'il y a du profit à prendre ou si on laisse courir. Ensuite on gérera également les positions perdantes, même si en général il y a plutôt à faire manuellement au niveau des positions gagnantes, puisque au niveau des scénarios en cas de perte, tout est planifié et prévu en machine. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors, le Dow Jones, on commence. Alors, le Dow Jones qu'on a ici. On a eu une belle baisse du Dow Jones. On a pas mal d'ombre, hein, on a du mal. Est-ce que je laisse courir? Est-ce que je prends mon bénéfice? Je pense que pour le moment, je vais couper. Parce qu'il n'y a pas d'impulsion. Hein, je vous rappelle que le but de ce compte, c'est quand même de trader les impulsions. Donc, de choper rapidement son bénéfice. Vous voyez là, par exemple, sur Dow Jones, la dernière fois qu'on a eu des bonnes impulsions, c'était les 19 et 20 juin. Donc là, voilà, par exemple, le soir du 19, on prend une position baissière sur une englobante baissière.
Derrière, on a une très grosse bougie de baisse. Ces derniers temps, ça n'a pas été trop ça, ceci dit, au niveau des positions acheteuses, hein, il suffisait de suivre le mouvement. Bon, je vais être quand même relativement patient, parce qu'on a entamé un mouvement de correction sympa, on a quand même cassé les précédents plus bas, donc pour l'instant, je vais laisser courir cette position à la vente sur le Dow Jones. On est quand même repassé en dessous des précédents plus hauts. Fondamentalement, je suis plutôt sur un biais baissier, donc on va laisser courir ça. Pour l'instant, on garde notre position donc à la vente sur le Dow Jones. Sur le dollar yen, là, ça fait plusieurs jours maintenant qu'on est sur de l'hésitation. Il n'y a pas de dynamique franche. Bon, l'impulsion de fond est baissière. On aurait pu prendre plus haut. Bon, c'est pas le top quand même. Niveau timing. Là, par contre, je vais couper cette position sur le dollar yen. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Voilà, donc ça c'est coupé. Bon, alors je vais couper la webcam qui bouffe beaucoup de ressources. On va se concentrer sur l'écran. Voilà. Donc, on n'a plus que 6 positions vertes. Alors, ensuite, on a une position sur le Nikkei à la vente. On va aller voir ce qui se passe. On perd 5 € sur cette position actuellement. On a des positions assez proches par rapport au Dow Jones, hein, bien sûr, les marchés actions mondiaux étant corrélés. Alors, c'est vrai qu'il me dit plus d'image ni de son. Je vais aller voir ça. A priori ça marche, hein. Je vois pas de soucis particuliers. Donc les autres, si vous pouvez me confirmer si pour vous ça marche ou si c'est comme Cédric, si vous n'avez plus de son et d'image. Il y a pas mal de monde là qui suit l'émission, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein. C'est important que je puisse savoir où on en est, sinon j'ai pas de recul, donc ça vous prend 2 secondes. Si vous pouvez me mettre sur le chat écrit OK et me dire si ça marche. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui font l'effort. C'est pas grand chose, donc merci de le faire. Merci à Cédric en tout cas d'avoir indiqué. Merci de me dire si vous rencontrez des problèmes. Merci de me dire si vous rencontrez des problèmes. Bon, a priori c'est propre à Cédric. Là par contre vraiment il y a un souci au niveau de la participation. De manière générale, hein, au long de l'année, on sait que l'idée c'est de participer ses points de vue, ses prises de position. Bon là c'est les vacances, donc il y a beaucoup moins de monde forcément. Mais par contre, simplement indiquer si c'est OK au niveau du son et de l'image, c'est les réglages techniques. Si vous pouvez faire l'effort, n'hésitez pas, hein. Ça vous prend pas beaucoup de temps quand même. Et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à m'aider de cette manière. Alors, je continue à propos du Nikkei. Le Nikkei, donc c'est une position qui est corrélée à ce qui se passe sur le Dow Jones. Forcément, les marchés actions mondiaux sont corrélés. On a quand même un chemin assez spécifique du Nikkei et du marché japonais ces derniers mois par rapport à l'intervention de la Banque centrale du Japon, bien sûr, et à la dévaluation de sa monnaie dans une optique de relance de son économie qui a bien fonctionné. On a un produit qui peut être sujet à une forte volatilité. On est toujours sous impulsion baissière, on voit que les derniers jours ont été quand même nettement baissiers. On a tenté de casser les précédents plus bas sans vraiment y parvenir pour le moment. Bon, on est toujours en impulsion, donc je laisse courir cette position à la vente sur le Nikkei. Alors sur le dollar face à la livre turque, on perd actuellement 39 €, on accumule 9,38 € de profit au niveau du swap positif. C'était une position qu'on avait prise suite à une discussion, une interview qu'on avait eue. Il y a quelqu'un avec ouais. Oh, bien. Ouais, ça va? Ça va? Ouais. On t'entend mal là. On t'entend mal là. Ah ça ouais, trop bizarre le son. Ah ouais, c'est bizarre comment? Bah, déjà, on n'arrête pas d'entendre le micro bouger, et en plus on entend un bruit bizarre. Attends, je vais essayer autre chose. Bon, alors, je sais plus ce que je disais là. Ah oui, donc dollar face à la livre turque. Dollar face à la livre turque, voilà qu'on voit ici. Donc, il n'y a pas vraiment d'élan. Alors, le gros avantage qu'on a, c'est un swap largement positif avec le taux d'intérêt de 7,5% par rapport à la livre turque. On a cassé le support oblique haussier à la baisse.
On a des vendeurs qui ont en main le marché, relativement, Et là des plus haut de plus en plus bas. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bizarre, mais c'est mieux. Par contre, il y a mon écho. Donc, si tu peux le couper. Merci. Des plus de plus en plus bas, des plus de plus en plus bas. Pour le moment, ça se concrétise pas parce qu'on ne casse pas non plus les précédents plus bas. On verra ce que ça donne. Moi, c'est une position qui me plaît. On voit qu'il y a quand même des belles impulsions baissières. Il y a pas mal d'arguments qui vont dans ce sens. Donc, pour le moment, je laisse courir cette position à la vente avec ce swap positif sur le dollar face à la livre turque. Alors, au niveau du VIX, bon, VIX c'est une position un peu spécifique puisque toutes les autres positions, vous savez que je prends position dans le sens de la tendance ou en tout cas sûr à 100%, c'est dans le sens de l'impulsion. Majoritairement, c'est dans le sens de la tendance, c'est pas toujours le cas. En grande partie, c'est le cas. En tout cas, dans le sens d'une impulsion, et mon but... Et là, il y a ton écho. Bah là, c'est mieux, ouais. Mais t'es en live, là? Oui, tout à fait, ouais. Donc, l'idée de l'impulsion, c'est de choper rapidement un profit en prenant la position, par exemple, d'un mini-lot et en coupant tout de suite un mini-lot. Donc de prendre le bénéfice d'un seul coup. En revanche, si ça se passe mal, étant donné qu'on a pris dans le sens d'une impulsion et d'une tendance, il y a peu de chances pour que tout de suite on corrige et fortement d'un seul coup. On sort en plusieurs fois, en 3 fois un tiers, ce qui permet d'étaler sur la durée déjà les pertes, mais également en termes de volume. En général, l'objectif est à peu près aussi grand que le premier stop loss que l'on place, donc on a 3 stop loss au total. Donc on a déjà de base 3 fois plus de chances d'aller chercher le premier strike profit que le troisième stop loss. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous comprendrez en étudiant les positions, c'est pas compliqué. Et l'idée est de le prendre tout de suite et de manière importante, et par contre de prendre les pertes en plusieurs fois et avec des tailles de position, enfin avec des tailles de prise de perte plus petites, donc des pertes plus petites. Là sur le VIX, c'est une des rares positions dans laquelle j'agis pas comme ça. Donc si on prend le VIX qu'on a ici, voilà. Donc le VIX c'est un indice borné, un indicateur de volatilité par rapport au S&P. On l'appelle indicateur de la peur. Donc en général il y a plutôt tendance à monter quand les marchés ont peur ou baissent et à descendre quand les marchés vont bien. En ce moment on est à 13,40. Sur les 30 dernières années on avait fait des études, on n'était jamais passé en dessous de 10, même un peu plus que ça. Et là on avait un niveau de 14, donc en l'occurrence mon point de reste fait à 14,70. Actuellement on est à 13,40 pour l'offre et la demande est à 13,60 chez Active Trades ici. Et voilà, je considère que c'est intéressant, qu'on a de fortes probabilités d'aller rechercher les 17, 18, voire les 20, alors qu'on a très peu de probabilités, en tout cas ça ne s'est jamais passé en 30 ans, d'aller sous les 10. Donc j'ai mis un stop loss à 9,70, je prendrai mon bénéfice au moins aussi grand que mon stop loss, donc qui est de 5 points. Donc si on revient chercher les 19,70, je prendrai certainement mon take profit, en tout cas je laisserai courir, et une fois qu'on ralentira, je prendrai mon bénéfice. Voilà, donc il me semblait que c'est une position cohérente et intéressante. Pour le moment elle est négative, on verra à terme ce que ça donne. Alors, l'autre position c'est l'euro CAD, qui ne se passe pas bien malheureusement, mais les marchés sont les marchés, toutes les conditions étaient réunies. Donc on regarde l'euro CAD, au moment de la prise de position on était ici, donc on a pris quasiment sur les plus hauts dommages. Maintenant tout n'est pas fini bien sûr, hein, les marchés pourront se reprendre et la tendance reprendre. Alors là ici c'est vraiment une position typique, pourquoi parce qu'on a ici en graphe journalier, si on dézoome, une dynamique de fond haussière avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. On était en pleine impulsion au moment de la prise de position. Ici, on voit qu'on a accumulé plusieurs grosses journées de hausse, alors qu'on n'avait quasiment pas de journée de baisse et des journées de baisse plus faibles. On avait cassé les précédents plus hauts, donc toutes les conditions techniques étaient réunies. Également au niveau de la psychologie des foules, tout était réuni en ce sens où eh bien, on avait tout le monde qui voulait la même chose et qui allait dans le même sens. Bon, malheureusement, au moment de la prise de position, phase de correction. Elle n'est pas super importante. On a coupé un tiers de la position, il y a un second tiers qui pourrait se couper si on revient ici, et la position globale serait coupée si on casse les précédents plus bas qui ont été marqués le 10 juillet dernier. Donc pour le moment, toujours en position, on est porté et soutenu par la tendance. On verra comment ça se développe à terme, mais en tout cas, là pour le moment, il n'y a pas de bénéfice à enregistrer. Alors, on termine par la position qui va le moins bien, c'est l'or. L'or sur lequel on va pas tarder à prendre un premier tiers de notre perte. Certainement. On va aller voir ça de plus près. Donc voilà, l'or, dynamique de fond baissière. J'avais hésité à la prendre parce qu'on avait cassé l'ancienne résistance oblique baissière, mais j'avais été tenté par une belle impulsion. Malheureusement, derrière, ça a corrigé. Donc, on semble vouloir marquer un espèce de pullback qui pourrait se confirmer si on casse les précédents plus hauts. Justement, si on casse les précédents plus hauts, eh bien, je sortirai un premier tiers de ma position.
Ensuite, on sortirait en cas de cassure des 38.2, puis les 50% de retracement de la dynamique baissière que l'on a observé depuis le mois d'octobre 2012, donc il y a un bon moment. Là, ce que j'ai dans mon sens, c'est la tendance, donc c'est toujours un point positif. Donc voilà, pour le moment, plutôt négatif, mais tout reste à faire. Pas grand chose de plus à signaler. Simplement pour expliquer bien la logique, je vais essayer de mieux la formuler, puisque je suis pas sûr que vous ayez bien compris. L'idée c'est, idéalement d'avoir une tendance, ça c'est une question statistique, on a plus de chances de gagner en prenant trade dans la tendance que contre la tendance. Prendre une impulsion, c'est aller dans le même sens que ce que tout le monde fait actuellement, donc c'est plutôt positif. Si vous prenez l'exemple d'un marché concret, si tout le monde veut le même produit sur un même stand, si vous arrivez à acheter un produit, il y a peu de chances pour que 10 minutes après, plus personne ne le veuille. Par contre, il y a beaucoup de chances pour que les gens continuent à le demander. En tout cas, il y a plus de chances pour le scénario 1 que pour le scénario 2. Ensuite, au niveau de la prise de bénéfice, l'idée est de prendre rapidement et entièrement le bénéfice et d'étaler sur la durée et de diminuer en volume les prises de perte. Voilà, donc j'espère que l'idée est bien comprise. Donc concrètement, comment ça se fait? Eh bien, on prend une position dans le sens de la tendance sur une impulsion. Donc voilà, par exemple là sur l'or, vous voyez, on a une tendance de fond baissière. Admettons ici, on l'avait fait d'ailleurs, ici on voit le trade. Tac, on prend la prise de position, on a pris le bénéfice ici, donc on l'a pris en une fois. En moi, si ça se passe mal, on sort en plusieurs fois, on voit premier stop loss ici, on prend un tiers de la perte, second stop loss ici, on prend un second tiers, et troisième stop loss ici, on prend le troisième tiers. Souvent, on a des objectifs en termes de gains concrets en euros qui sont un peu plus petits que les pertes, si on atteint le scénario extrême de perte, mais qui sont censés être beaucoup plus probables. C'est en tout cas ce sur quoi on joue. Pour le moment, ça se passe bien. Et on continue à gérer le compte de cette manière. Voilà. Alors l'idée aussi, c'est que c'est une stratégie de tendance, puisqu'on traite des impulsions. Les marchés en général sont corrélés, et on a des effets de corrélation, voire de corrélation inverse, mais globale, ce qui veut dire que on peut avoir des facteurs macroéconomiques, en tout cas qui concernent l'ensemble des marchés financiers, qui vont amener une forte volatilité. Eh bien nous, quand on aura de la forte volatilité, et notamment de la forte volatilité qui se concrétise par de la tendance, pas de la volatilité dans un sens puis dans l'autre, on devrait amasser beaucoup et vite. On aura des périodes plus compliquées, où les marchés auront tendance à beaucoup corriger, etc. Donc il va falloir être prêt, être discipliné et patient. Mais théoriquement, je pense que c'est une stratégie qui va marcher. Après, seuls les résultats le prouveront. Là, c'est un compte que je gère depuis le 24 juin. Compte de 10 000 €. Il s'agit d'un compte démo chez Active Trades. Vous pouvez suivre les résultats de manière transparente chez MyFixBook. Il y a aussi d'autres choses. Maintenant, je m'y suis intéressé là parce qu'il y a eu un post qui a été posté sur le forum. Par rapport à MetaTrader 4 ou 5, mais là en l'occurrence moi c'est MetaTrader 5, on peut proposer ces signaux directement sur la communauté MQL5, donc sur le site mql5.com. Je vais vous laisser le lien sur le chat écrit. Et je vais proposer mes signaux. Alors, MQL5 et MetaTrader, donc, qui dépendent de la société MetaQuote, c'est 10 millions d'utilisateurs à travers le monde à peu près. Donc c'est complètement énorme comme communauté de traders. C'est incroyable. En France, je crois qu'on est une communauté vraiment de traders actifs, on doit être 20-25 000, et de traders après plus ou moins occasionnels, ou alors en gestion de bons pas de famille, etc. J'ai pas de chiffres. Je pense que ça doit être plusieurs centaines de milliers, quelques millions, ça me paraît déjà beaucoup. Donc voilà, c'est pas énorme. Donc on se rend compte, 10 millions à travers le monde, c'est vraiment énorme. Donc je me suis inscrit, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer comment se présente justement mon suivi. Vous pouvez le trouver, mon suivi, et le sujet par rapport à MetaQuote, c'est à ses fournitures de signaux. Je vous laisse le lien sur le forum. Et voilà, moi ce que ça donne un encart comme ça. Et donc voilà, on a mon équité qui se dessine. Et vous avez toutes mes positions ouvertes, mes positions fermées. Et donc vous pouvez suivre mes positions. Alors pour l'instant on ne peut pas parce qu'on a une période de test de 1 mois. Donc il vérifie si on traite bien, si on n'a pas trop de drawdown, etc. Il y a plusieurs conditions qui sont respectées. Elles sont pas folles, hein, ces conditions, mais voilà, elles sont là pour s'assurer que c'est pas du n'importe quoi, etc. Et ensuite vous pouvez proposer aux gens de vous suivre. Alors, idéalement, ce serait de proposer gratuitement aux gens de me suivre. Idéalement, je parle du côté de l'utilisateur. Maintenant, je ne sais pas quel est le potentiel en fait de ce système. Donc, dans un premier temps, une fois que j'aurai validé les 30 jours d'essai,
je pense que je vais essayer de proposer de manière payante les signaux. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une position sur la plateforme, il sera répercuté sur la plateforme de ceux qui les suivent. Mais l'idée n'est pas de cibler les gens de vidéo bourse, les traders de vidéo bourse. De toute façon, les traders de vidéo bourse, comme c'est plutôt du swing, ont accès à mes prises de position quasiment en direct via les émissions, etc. Donc quelque part, ils ont déjà mes signaux gratuitement. Là, c'est juste encore plus automatique, puisque dès que je prends une position, c'est directement répercuté sur la plateforme. Là, mon idée va être plutôt de cibler l'ensemble de la communauté MetaTrader, donc MetaQuotes, donc l'ensemble de la communauté MQL5, parce que moi je trade sur MetaTrader 5, je crois que ça c'est disponible sur MetaTrader 4. Donc je proposais de payant. Forcément, si je vois que j'ai 100 personnes qui me suivent à 50 $ par mois, je continue à le faire payant, et tant mieux pour moi. Quelque part, c'est des clients de toute façon, ou des personnes que j'aurais jamais touché via videobourse.fr, qui est un site franco-français, et qui me génère un très gros revenu mensuel. Donc voilà, je vais tenter cette aventure. Je suis pas du tout le seul à pouvoir le faire. Tout le monde peut le faire, absolument tout le monde, que vous ayez un compte réel ou un compte démo. Que vous avez MetaTrader 4 ou 5, vous pouvez le faire, donc je vous invite à vous renseigner, c'est pas si compliqué. Bon, il faut remplir quelques conditions, etc., mais ça prend, allez, on va dire 1 heure au total à mettre en place, et encore. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, pour fournir des signaux, à participer à l'aventure, en tout cas donner votre avis. Il y a également des choses très intéressantes au niveau d'autres fournisseurs de signaux. Ça se met en place petit à petit, mais en général, quand MetaQuotes, donc qui est le créateur des plateformes MetaTrader, met en place quelque chose, ça devient quelque chose d'assez énorme. Donc je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Voilà, je vous fais partager ce petit point de vue. Alors, avant de continuer, eh bien, je vais vous proposer, donc tous les liens dont je vous parle, vous pouvez les retrouver dans le chat écrit, en bleu en dessous de la diffusion de l'émission, sur videobourse.fr. On va enchaîner en regardant ce qui s'est dit. À droite à gauche, donc on va aller faire le point du côté de romandie.com, qui est un très bon site d'actualité. On va notamment voir ce qui s'est dit dans les salles de marché. Alors, un attentat de suite de mémoire dans un café en Irak, Algérie corruption. La bourse suisse termine en hausse de 0,29%. Devise, l'euro recule face au dollar dans un marché peu actif. On va lire ce qui se passe. C'est vrai que on n'est pas sur des périodes les plus actives. Si on a des scénarios de marché classique, si on n'a pas d'événements particuliers, puisque beaucoup de gens sont en vacances. Donc on lit ça, donc c'est Londres, l'AWP, AFP, donc publié par l'AWP et l'agence France Presse. Donc l'euro baissé face au dollar lundi dans un marché peu actif et attentiste, les cambistes se positionnant en prévision d'une semaine riche en indicateurs économiques aux États-Unis. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'euro valait 1,3310 $ contre 1,3336 $ vendredi vers 21h GMT. L'euro était monté la semaine dernière jusqu'à 34 $, son plus haut niveau en 7 semaines. La monnaie unique européenne se stabilise face à la devise nippone à 128,39 yens contre 128,35 yens vendredi soir. Le dollar progressait face au yen à 96,45 yens contre 96,18 yens vendredi. Aucun mouvement dramatique n'est à attendre sur les marchés puisque la dynamique manque, la majorité des courtiers étant en vacances, a indiqué Anita Paluch, analyste chez Gecko Markets. Après plusieurs séances de baisse pour le billet vert, les investisseurs profitaient de l'opportunité de faire des achats à bon compte, poussant le dollar à la hausse, notaient les analystes. Les cambistes commençaient également à se positionner en prévision d'une semaine riche en indicateurs économiques aux États-Unis, qui verra notamment la publication des ventes de détail mardi, de l'inflation et de la production industrielle jeudi, ou encore des mises en chantier de logements vendredi. Les marchés scrutent la moindre statistique économique américaine, espérant y trouver un indice sur le futur de la politique monétaire ultra accommodante de la Réserve fédérale américaine, donc la Fed. Si la reprise de l'économie américaine continue de se consolider, la Fed pourrait réduire ses injections mensuelles de liquidités à hauteur de 85 milliards de dollars dès septembre. Les cambistes suivront également avec grande attention les discours de 2 membres de la Fed cette semaine, celui du président de la Fed d'Atlanta, Dennis Lockhart mardi, et ceux du président de la Banque de Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, mercredi et jeudi. Toute perspective de réduction anticipée des injections de liquidités de la Fed a tendance à soutenir le dollar, puisque ces mesures en diluent la valeur. Par ailleurs, le yen était pénalisé lundi par une croissance japonaise décevante. La baisse du yen a été alimentée par un chiffre de croissance bien inférieur aux attentes, ce qui augmente la probabilité que la Banque du Japon augmente ses mesures d'aide, ce qui ont un effet dilutif sur la valeur de la monnaie japonaise LDLR, estimé Michael Eason chez CMC Market. La croissance du Japon a ralenti au deuxième trimestre, avec une hausse de 0,6% par rapport au trimestre précédent,
principalement en raison d'une activité moins intense dans l'immobilier, selon les chiffres officiels publiés lundi. C'était le point par rapport à l'euro. Alors, on va enchaîner. Alors, un point sur le DAX. L'indice vedette DAX de la bourse de Francfort a terminé en légère hausse lundi, semblant avoir digéré des chiffres de croissance au Japon jugés décevants, dans un marché très calme en l'absence d'autres publications d'importance. À la clôture, le DAX a progressé de 0,25% à 8359,25 points, tandis que le MDAX des valeurs moyennes a suivi une évolution inverse, reculant de 0,10 points à 14 719,08 points. Principale nouvelle du jour, les chiffres de la croissance au Japon pour le deuxième trimestre ont fait moins bien que prévu. Le produit intérieur brut PIB de la troisième puissance économique mondiale n'a grimpé que de 0,6% par rapport à celui du trimestre précédent, soit moins vite qu'au premier trimestre, plus 0,9%. L'absence d'augmentation des investissements par les entreprises constitue le principal point faible des chiffres aujourd'hui, ont commenté dans une note les analystes de la banque Dekabank. Selon eux, sans la volonté des entreprises d'accroître leurs investissements, la reprise actuelle restera fragile au Japon. Une fois digérée cette nouvelle, les investisseurs devraient désormais se concentrer sur de nouveaux résultats d'entreprise mardi avec les publications des groupes E.ON, K+S et ThyssenKrupp et les chiffres de croissance pour la zone euro et au deuxième trimestre attendus mercredi. Sur le DAX, après un début de séance poussif, les valeurs bancaires ont terminé bien orientées. Commerzbank et Deutsche Bank gagnant respectivement 2,31% à 8,07 € et 0,44%. Voilà, donc après ça va moins être intéressant. Alors ça on avait vu. Wall Street, donc le point à la bourse de New York, on écoute ça. Wall Street hésite entre de bonnes valeurs technologiques et le Japon. Wall Street regagnait des couleurs à la mi-séance lundi après une ouverture en baisse portée par des valeurs technologiques mais toujours prudente suite à un mauvais indicateur japonais. Le Dow Jones lâchait 0,08% tandis que le Nasdaq augmentait de 0,19%. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average cédait 12,29 points à 15 413,22 points et le Nasdaq à dominante technologique gagnait 6,91 points à 3667,02 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 perdait 0,13%, moins 2,19 points à 1689,23 points. Le marché s'est renforcé dans le sillage du secteur technologique, porté notamment par Apple, a noté Michael James de Wedbush Securities. Selon lui, cette tendance n'est pas surprenante et s'explique en partie par les contre-performances enregistrées la semaine passée par les titres du secteur. Apple gagnait ainsi 2,70% à 466,72 $, bénéficiant de rumeurs sur le lancement d'un nouvel iPhone et d'une décision des autorités américaines la semaine dernière favorable au géant de Cupertino contre son concurrent principal, le sud-coréen Samsung. Autre titre dans le vert à la mi-séance, le fabricant canadien de smartphones BlackBerry en difficulté s'adjugeait 5,74% à 10,32 $. L'entreprise a annoncé qu'elle explorait plusieurs options stratégiques dont la possibilité de se vendre à un tiers. Voilà, donc ça c'était le point par rapport aux États-Unis. Marché européen sans direction, on continue avec ce point. Les bourses européennes ont commencé la semaine sans direction dans un marché très peu actif, faute de nouvelles économiques majeures. Les volumes sur les principales bourses se sont asséchés en raison des vacances d'été, observe Matt Bazzi, analyste chez CMC Markets, qui évoque une séance calme. Les investisseurs qui ont peu réagi au recul de 4,6% du PIB en Grèce au deuxième trimestre sur un an surveilleront en particulier les chiffres de la croissance dans la zone euro pour le deuxième trimestre, attendu mercredi. L'Eurostoxx 50 a été quasi stable, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0,12%, l'indice CAC 40 s'inscrivant à 4071,68 points après avoir franchi peu après l'ouverture un nouveau sommet depuis le 1er janvier à 4088,64 points. Parmi les valeurs, Technip a pris 1,71% à 84,93 € après avoir remporté des contrats auprès du Brésilien Petrobras pour une valeur de 1,35 milliard d'euros. En revanche, Sanofi a reculé, moins 1,46% à 77,7 €.
Les autorités de Pékin ont ouvert une enquête après qu'un article de la presse chinoise a décrit des faits de corruption remontant à 2007 dont se serait rendu coupable en Chine le groupe français. Voilà donc ce que l'on indique, ce que l'on pouvait lire. Alors, bon en Europe, légère détente de l'Italie et de l'Espagne, séance sans aspérité. D'accord. Berlin affirme qu'il n'y a pas d'espionnage américain massif en Allemagne. Ça on avait vu. Scandale pétrolier, mandat d'arrêt contre l'ex-ministre de l'énergie. Bourse Paris finit en pente douce. Londres, FTSE 100 termine en légère baisse, peu d'animation. La bourse de Londres a clôturé en légère baisse lundi dans un marché peu animé en cette période de vacances et en l'absence de publications économiques d'importance. L'indice FTSE 100 des principales valeurs a perdu 9,05 points, soit 0,14% par rapport à la clôture de vendredi à 6577,34 points. Du côté positif, le secteur minier est soutenu par des statistiques chinoises meilleures que prévues et une bonne performance de l'or et de l'argent au cours des séances récentes. Cependant, la plupart des autres secteurs sont restés sans relief en l'absence d'annonces susceptibles de faire réagir les investisseurs, a commenté Chris Beauchamp, analyste chez IG. Fresnillo, plus 6,57%, à 1103 pence, a ainsi profité des cours élevés de l'argent, suivi par Randgold Resources. Voilà donc quelques informations fondamentales. Donc rien de majeur, on continue le fondamental et on termine avec une lecture là sur Boursorama. UFS, Le Foll appelle à cesser la pression sur les prix. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a appelé lundi la grande distribution à cesser d'exercer des pressions sur les prix. Ok, ça on avait vu. La France a perdu plus de 1000 agences bancaires en 4 ans. Ah ouais, c'est énorme, putain. La bourse de Paris finit en baisse. Donc on perd 0,12% ce jour, c'est pas énorme. Smartphone BlackBerry au bord de la chute. L'action Apple en hausse, rumeur d'un nouvel iPhone en septembre. Attendez 2 secondes, il y a une pub qui m'intéresse du côté de Citi. Passons au remboursement de frais de courtage. Vous êtes... Ah, ok. Bon. Alors, on va donc reprendre nos graphiques. Donc on va faire le tour de l'ensemble des produits, voir s'il y a des opportunités d'entrée sur le marché et voir s'il y a des choses qui ont particulièrement bougé ce jour. Alors du côté du dollar-yen, on a sorti notre position. Alors ce qu'il faut que je pense à faire tout de suite, c'est couper mes ordres en attente, puisque mes stop-loss sont en fait des ordres inverses en attente. C'est la seule manière sur MetaTrader de pouvoir sortir en plusieurs fois. Donc ici, il faut que je pense à laisser enlever une fois que la position est terminée. Voilà. Voilà. Ok. Alors, au niveau du dollar-yen, mon biais et mon point de vue est toujours plutôt baissier. La dynamique de fond, donc on a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. On a une phase de correction significative. On connaît le contexte avec la banque centrale japonaise. Si on ne le connaît pas, on peut aller se renseigner ou regarder les lives précédents, des jours précédents. Je vous rappelle que ces émissions de trading sont chaque jour de la semaine, de 18h à 19h. On a eu un beau pullback, on n'a pas pu bien en profiter malheureusement, mais on l'avait quand même repéré. Désormais, bien j'attends des impulsions pour continuer à jouer un biais baissier, tant qu'on a des de plus en plus bas. En revanche, si on a des acheteurs qui reviennent agressivement, pourquoi pas trader une poursuite du mouvement de hausse, notamment si on casse cette résistance oblique baissière que l'on peut tracer désormais, en reliant les différents plus hauts de plus en plus bas. Et à ce moment, on peut aussi diriger vers un espèce de triangle, hein, à terme, ça peut être une possibilité, c'est un peu tôt pour le tracer, mais on va le repérer, voilà. Donc voilà, les quelques configurations. Et pour le moment, il n'y a pas d'impulsion franche, donc je ne vais pas suivre ça. Ça m'intéresserait de trader à la vente comme à l'achat. Tout va dépendre de l'impulsion. Je sais que le yen a été vraiment volatile ces derniers mois. Je pense pas qu'on passe tout de suite d'une phase très volatile à une phase pas du tout volatile, là, même si on commence à avoir une accalmie. Donc si on a une grosse impulsion, notamment si on casse des seuils importants, que ce soit la hausse ou la baisse, je n'hésiterai pas à les suivre. Voilà. Alors euro-yen, c'est à peu près le même scénario que sur le dollar-yen. Voilà, on est dans une phase d'accalmie désormais après une bonne volatilité. Le CAC, on a cassé récemment les précédents plus hauts de l'année.
On a des acheteurs qui vont bien. Ce jour, on a plutôt des vendeurs qui ont tenté de revenir. On verra comment ça se traduit et comment ça se passe les jours prochains. C'est un peu tôt pour jouer le retournement. Il faudrait une bonne impulsion. Pourquoi pas à ce moment-là shorter en se protégeant dessus des précédents plus hauts. Mais là, pour le moment, on a toujours l'impulsion haussière. On n'a pas de mouvement en cours de hausse, donc c'est pas le moment pour rentrer à l'achat. C'est trop tôt pour prendre une position à la vente, donc pas de prise de position pour le moment. Alors sur le chat écrit, il y avait qui me demandait, tu l'as acheté où tout nom de domaine s'il te plaît? Chez oneandone.fr, oneone.com, c'est un grand groupe, je suppose que tu connais. Alors ici sur le dollar face à la livre turque, eh bien on a une phase d'accalmie, on a de la distribution, on voit qu'on n'a plus de tendance franche, la dominante de fond était plutôt haussière avec des plus bas de plus en plus haut, on a cassé le support oblique haussier, et désormais on a de l'hésitation. Alors récemment on a la Turquie qui a augmenté le taux d'intérêt de sa devise, ce qui indique qu'elle souhaite la renforcer, c'est pour ça qu'on avait notamment shorté ce dollar yen. Pour l'instant on accumule du swap, et j'ai pas non plus de contre-indication par rapport à mon short, donc très bien, je continue à laisser courir cette position. AUD, CAD, on a une dynamique de fond clairement baissière, on a eu une phase de correction significative, on a des acheteurs qui commencent à faiblir, des vendeurs qui essaient de revenir, pourquoi pas shorter maintenant? Ce sera en tout cas une prise de position dans le sens de la tendance de fond, sur phase de repli. Donc AUD, CAD, alors si on compare aux autres produits que l'on a déjà ouverts, on va voir si ça fait pas trop doublon avec d'autres positions. Alors AUD, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'AUD? Déjà on a pas de paire, pas de prise de position par rapport à l'AUD. Et là donc ce serait face au dollar canadien. On a déjà une position sur le dollar canadien, c'était l'euro face au dollar canadien, sur lequel on est acheteur. Donc ici on vendrait l'AUD CAD, on achèterait l'euro 4 de l'autre, ça hedgerait quelque part par rapport en tout cas au dollar australien. Je suis plutôt pour des prises de position dans les impulsions, ça n'est pas le cas ici, donc je verrai peut-être, on verra, mais déjà pas mal de positions ouvertes, donc on verra ensuite. Sur le CAL, pas de direction franche, tendance à se retourner, je vois pas grand chose de clair, je pense qu'il y a mieux à faire autre part, donc je vais pas prendre position. Sur l'eurodoll, ici en graphe journalier toujours, on est sur une dynamique d'hésitation avec un triangle qui se met en place, donc des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus hauts. J'ai matérialisé par des supports, une zone de support ici et une zone de résistance au-dessus. Là, on a des acheteurs qui ont débordé la zone de résistance oblique baissière, des vendeurs qui sont légèrement revenus. On marque un espèce de pullback sur l'ancienne zone de résistance qui pourrait jouer un rôle de support. Je suis pas convaincu par la cassure, puisque récemment, je l'ai publié sur le forum, on avait tenté de casser par le bas, on l'avait largement intégré. Pour le moment, je vais pas suivre cette dynamique haussière sur l'eurodoll. Attention à cette zone de résistance horizontale qui pourrait se mettre en place. Pour l'instant, on n'est pas parvenu à casser les précédents plus hauts qui dataient de juin 2013. Alors sur l'or, on a déjà pris la position à la vente, là les acheteurs reviennent, donc pour le moment bien. Si ça doit mal se passer, on prendra nos pertes et on prendra nos responsabilités. Fait intéressant, sur le DAX, contrairement au CAC, on n'a pas cassé les précédents plus hauts de l'année, donc ça m'étonnerait que le CAC continue à faire caver les sols un bon moment. Donc si on doit shorter un des deux, si on a des signaux de retournement, pourquoi pas plutôt shorter le CAC, puisqu'on tomberait de plus haut, hein, sachant que le DAX n'a pas encore cassé ses précédents plus hauts. On peut aussi considérer que ça sous-performe, on voit ce jour on a une espèce de doji, pas grand mouvement en ce moment, on le sait. Sur le dollar franc-suisse, pardon, on est toujours dans une phase de range long terme, ici en graphique journalier, plutôt dans la partie basse de ce range. Là on a les acheteurs qui essayent de revenir ce jour, avec une ombre qui s'est marquée. Bon, bah pourquoi pas suivre l'impulsion et se protéger sous la zone de support, c'est ce qu'il faut faire hein, dans les zones de range, acheter bas, se protéger sous la zone de support, vendre haut, se protéger sous la zone de résistance. Bon, je ne suis pas fan de ce type d'approche, donc je ne prendrai pas de position. USD-CAD, on approche de la zone de support oblique haussière. Pas de prise de position dans l'immédiat, soit on la casse et on a une bonne impulsion, je short, soit on revient activement du côté des acheteurs, on casse les précédents plus haut et j'achète. Ce n'est ni le cas de l'un ni le cas de l'autre. Tiens, l'argent revient vraiment très bien ce jour, hein, même encore plus fort que sur l'or. Ça fait 3 jours de suite qu'on a une impulsion aussi intéressante. Pourquoi pas acheter l'argent? Pourquoi pas acheter l'argent? Après, on serait vendeur de l'or, acheteur d'argent. Attention cependant sur l'argent, on est largement contre la dominante et la dynamique de fond baissière. C'est une très bonne impulsion, donc c'est toujours tentant. J'hésite, mais... J'hésite. Non, j'ai privilégié quand même les prises de position en tendance. Donc pour le moment, pas de prise de position. Je serais plutôt acheteur si je devais rentrer sur l'argent. AUD-USD, ça me fera la même chose que sur l'AUD-CAD. Pourquoi pas shorter, mais
Pourquoi pas shorter, en vérité, hein. On a quand même une forte impulsion, une forte dominante de fond. Des acheteurs qui sont revenus, qui faiblissent, on ne casse pas les précédents plus hauts. Pourquoi pas shorter les cours actuels? Pourquoi pas? Alors après, entre AUD, USD et AUD, CAD, lequel je préfère? À la limite, je préfère AUD, CAD, je crois. Parce qu'on a une dynamique plus franche. Donc pourquoi pas, on verra. On va continuer à regarder ce qui nous est proposé. Euro face à livre sterling, hésitation, on ne peut pas casser les précédents plus hauts. On est au sein d'une dynamique de fond plutôt haussière ici en graphique journalier. Pas d'élan particulier, donc pour l'instant, pas de prise de position. Euro franc suisse, pas intéressant. AUD, GPY. J'ai plutôt AUD, USD ou AUD, CAD qui m'intéressent davantage. Donc pas de prise de position dans l'immédiat. Le Dow Jones, ben, on a toujours notre position à la vente, on en profite et on laisse courir pour le moment, j'ai pris sa décision. USD, HKD, donc le dollar face au dollar hongkongais, on a une prise de position... on n'a pas de prise de position, pardon. On a un seuil qui est un peu en dessous, donc c'était l'ami Phil qui en parlait pas mal, qui est le seuil des 7,7492, 7,7460. On n'a pas de grosse dynamique, on n'a pas de gros mouvement. Acheter, c'est mettre le swap dans son sens, donc c'est plutôt pas mal. On a des cours assez bas. Donc là, c'est un peu une position comme le dollar face à la livre turque. Avec cela en plus, qu'on a un seuil qui est clairement défini et qui est respecté depuis très longtemps, hein, depuis des années sur le dollar face au dollar hongkongais. Donc il permet quand même d'encaisser du swap positif. Pourquoi pas? Pourquoi pas acheter? C'est pas mal comme configuration. C'est intéressant, c'est intelligent. Spread est important par contre. « 7,75 ouais. Mais disons, il faut aussi mettre la valeur temps dans son sens. Là, on n'a pas de timing particulier, on n'a pas d'impulsion, donc pour le moment, pas de prise de position on a sur le dollar face au dollar hongkongais. NZD-USD, pas intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que dynamique de fond baissière, mais précédent plus bas, plus haut que les précédents. Donc on est dans l'hésitation, il n'y a pas de dynamique franche. VIX, on est déjà acheteur, c'est spécifique comme produit. Nikkei, on est déjà vendeur. Le pétrole, pourquoi pas acheter? Honnêtement, pourquoi pas acheter? On a un double top, pardon. Ici, ça peut être un peu pénible. Ceci dit, l'impulsion est haussière, donc là, si je veux rentrer, ce serait clairement à l'achat et non pas à la vente. Je vais pas le faire, mais voilà, c'est pas complètement... Enfin, si je devais faire un choix absolument, ce serait acheteur pour suivre l'impulsion. Et on a eu une belle bougie hier, donc je suis la tendance de fond, donc la dynamique est plutôt haussière, et l'impulsion en cours. Je vais pas le faire, parce que c'est pas non plus un scénario exceptionnel. USD ZAR, non, pas d'idée précise. Après, là, il s'agit du Nasdaq. Bon, bah, sur Nasdaq, on est assez haut. On a une bonne impulsion. On a une bougie haussière. Il faudrait qu'on ait davantage d'impulsion pour casser les précédents plus haut. Davantage de force pour prendre une nouvelle position. Alors, le S&P ici, il y a à peu près la même chose. On est déjà vendeur sur le Dow Jones, donc ça ferait un peu de boulot pas que pour une position par rapport au S&P. On termine par l'EuroCAD où on est déjà en position, on a fermé un tiers en perte. Donc pour le moment, c'est une position qui est plutôt délicate. Alors, le seul produit parmi ceux que j'ai regardé qui pourrait m'intéresser, ce serait le dollar australien face au dollar canadien ou face à ou le dollar australien face au dollar américain. Voilà, c'est une configuration sympa que je vais tenter de prendre ici et plutôt sur le dollar australien face au dollar canadien. Parce que sur le dollar face au dollar américain, je trouve qu'on a une tendance qui est moins franche. On va prendre un mini lot. Voilà. On a le short qui est fait sur AUD CAD. Et donc on va gérer notre trade. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce trade? On a pris une position de 1 mini lot. Donc AUD CAD qui apparaît ici. Soit... Alors, on va voir déjà combien vaut le point. Donc là on a pris une position à 0,94.30. On est actuellement à 0,94. Attendez, 2 secondes. Voilà. 0,9430
30 et on est actuellement à 0.9435. Donc on est à peu près à 1 $ du point. On va calculer en dollars. Donc si ça se passe mal, comment je voudrais sortir? Je vais calculer ça tout de suite. Enfin, je vais placer plutôt ça tout de suite. Donc un premier tiers de la perte pourrait être pris en cas de cassure ici des précédents plus hauts qui ont été marqués le 17 juillet dernier. Donc en cas de cassure des 0,9640. Donc on pourrait sortir à partir de 0,9655. Le premier ordre inverse. Donc ça nous ferait 200 $ divisé par 3. 66 $. Bon, c'est bon. Puisque derrière, après, on prendrait une seconde partie de la perte en cas de cassure des 38.2. Donc un peu plus haut, puisqu'on a des plus hauts significatifs, donc on s'adapte au contexte du marché. 0.9816. On mettrait 0.9825 ou 0.9825 le point de sortie. Donc à ce moment-là, ça ferait 400. Donc 400 divisé par 3. Ça ferait 133 plus 66 égale 199. Et dernier point de sortie, ça pourrait être en cas de cassure des 50% à 0.9939. Donc on pourrait mettre à 0.9950 le point de sortie. Et à ce moment-là, 0.9950, ça nous ferait du 500. 166, donc plus 200. Ça fera un total de 366 $. Bien sûr, espacé sur la durée, parce que c'est pas des mouvements en général qui se font en quelques jours, mais plutôt ça peut prendre des semaines, voire des mois. Qui ferait une perte, donc 366 $ en euros, ça va faire 280 €, donc ça va faire environ 2,5% du capital. C'est ok, donc là c'est bon, je sais comment placer mes stops. Et mais l'objectif, il n'est jamais placé précisément. Mais si on a des vendeurs qui reviennent et que je vois qu'on teste les précédents plus bas sans parvenir à les casser, qu'on commence à rebondir, je sors. Si je vois qu'on a une grosse impulsion, qu'on casse sans problème les précédents plus bas, je laisse courir et je prends mon bénéfice une fois que l'on ralentit. Donc voilà, là on prend position dans le sens de la tendance de fond sur phase de repli. Donc tout est ok, tout est planifié, j'ai plus qu'à mettre en place cela. Alors j'ai dit déjà le stop loss, donc le dernier point de sortie, se mettra à 0.9950. Voilà, on voit apparaître là sur mon graphe. Je remonte un tout petit peu puisqu'il est trop près de la zone de 50%. J'utilise les retracements de Fibonacci pour repérer ces zones. Pour plus d'informations, je vous conseille et je vous invite à aller consulter la fiche de formation à ce sujet. Voilà. Le second point de sortie. Le premier point de sortie, pardon, j'avais dit au-dessus ici, donc à 96.55. 0,03 lot, 96.55. Voilà. donc le second point de sortie, c'était donc 0.9830. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, si ça se passe bien, on laisse courir. On prendra le bénéfice en une fois. Si ça se passe mal, on coupe en 3 fois un tiers. Donc un premier tiers ici, un second tiers ici et un troisième tiers ici. Je vous rappelle qu'on a un graphique journalier, donc tout est mis en place et on a respecté les différents critères que je m'impose en général. C'est une position en tout cas cohérente. Vous pouvez suivre ça à tout moment, en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessous ou au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui suit l'émission et qui est connecté sur le chat. N'hésitez pas à participer, à donner votre point de vue, votre avis sur ce qui a été fait, sur votre lecture du marché, sur les positions que vous avez de votre côté. C'est intéressant. L'idée de l'émission, c'est aussi ça, c'est de créer une salle de marché. Bon, ce sera beaucoup plus vivant à la rentrée, ce sera tout au long de la journée, il y aura beaucoup plus de monde sur le mobile, etc. Même quand il n'y a pas beaucoup de monde, s'il vous plaît, voilà, c'est quand même un service gratuit que vous avez ici, c'est un vrai travail, etc. Si vous pouvez simplement donner quelques informations, donner votre point de vue, donner vos positions, etc. Ça permet de donner un peu de vie, et puis quand une personne voit qu'une personne donne son point de vue, ça va l'inciter, etc. Donc voilà, merci de m'aider en ce sens-là. C'est positif pour l'émission et je pense qu'en fait ça servira d'intérêt de tout le monde.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont là sur Mumble? Kiki, est-ce que tu m'entends? Ah non, je vois que Kiki s'est mis en sourd et muet. Pareil sur Mumble, hein. N'hésitez pas à participer, je sais que vous écoutez. Parlez, c'est intéressant, donnez vos points de vue, donnez vos prises d'opposition, c'est intéressant également. Alors, on va enchaîner en allant regarder un peu ce qui se dit sur les blogs, comme on le fait d'habitude. Il est 19h07, bon, on a commencé en retard, donc là on a combien l'émission dure 1 heure, hein, comme tous les jours. Là on est à 50 minutes, donc il nous reste encore 10 minutes à passer ensemble. Je précise par rapport au compte, hein, que pour le moment le Dragon est géré de manière très consciencieuse et que ça continuera dans ce sens-là. L'ASEAN, une zone hétérogène en quête d'intégration. Intégration, mémoire de spécialité appliquée à l'année 2011. Ok. On va lire l'article qui est publié sur nlil.com. Je vous mets tu me parlais, Fabien? Ouais, est-ce que tu as des positions actuellement, Kiki? Non, j'en ai pas. Tu trades un peu en ce moment ou pas du tout? Un petit peu. D'accord. T'as quoi comme position ouverte? Ou comme position que tu as prise récemment? Achat GBP USD. GBP USD? Sur la livre sterling à l'achat. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à acheter? C'est une technique qui est trop... Je l'ai trop développée, elle est trop secrète. Ouais, je t'entends pas bien en fait. Je disais que c'était une vraie secrète, je peux pas la déployer. D'accord, ok. Et je peux dire autre chose, je peux dire qu'il fallait vendre l'euro pour viser un 30. Bon, alors je lis cet article sur nlil.com. L'ASEAN, une zone hétérogène en quête d'intégration. Mémoire de spécialité appliquée, année 2011-2012. Auteur Fabien Arnaud. École SM Bachelor, double diplôme, université. Tu passes combien de temps à gérer ton forum par jour? Je t'entends vraiment mal, Kiki. Tu peux soit parler plus près du micro, soit régler, parce que c'est bizarre. On entend des bruits comme des parasites en fait. Je disais, tu passes combien de temps à gérer ton forum par jour en ce moment? À gérer le forum. Qu'est-ce que t'appelles le forum? Est-ce que c'est le chat ou est-ce que c'est le forum? Le forum, il y a on pose des questions. Bah, je sais pas, ça se quantifie pas. Certains jours, je vais passer très peu de temps, certains jours, je vais passer plusieurs heures, donc ça dépend en fait. Si les sujets m'intéressent, si j'ai le temps, si j'ai d'autres choses à faire, donc si tu veux que je donne une moyenne, je pense que je passe, je sais pas moi, entre 1 heure et 2 heures par jour à répondre aux questions sur le forum ou à apporter du contenu au forum. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire en fait, tu payes ton entretien de forum en fait, avec One and One. Bah l'entretien non, mais tu payes ton hébergement en fait. Quand tu montes un site web, oui effectivement, auprès de ton hébergeur, tu payes à l'année ou au mois ou par semestre. Bien sûr, hein, c'est sous forme d'abonnement, mais donc tu payes la bande passante, le nom de domaine, l'hébergement, si tu as des bases de données, etc. Et plus t'écris, plus élève en fait, plus t'as d'informations. Non, quand même pas. C'est pas. Sauf si tu entres vraiment dans des dimensions énormes, mais sinon, tant que tu as un site, on va dire c'est un peu par palier quoi. Donc là, c'est pas direct, tu vas payer beaucoup plus cher. C'est des packs, c'est par palier, donc voilà. Bon allez. Alors, l'ASEAN, une zone hétérogène en quête d'intégration. Mémoire de spécialité appliquée, année 2011-2012, auteur Fabien Arnaud. École SM Bachelor, double diplôme, Université de Gadjah Mada, Indonésie, Universidad Nova de Lisboa, Master Degree, Finance. Contact, nanana. Version complexe avec annexe et bibliographie en PDF. Licence créative. Pouvez-vous consulter et déposer vos mémoires pour publication dans la catégorie mémoire? Problématique. L'ASEAN peut-elle réussir à maintenir son processus d'intégration régionale et mondiale en cas de déclin des grandes puissances économiques actuelles ou de crise grave?
Résumé. Malmenés par une conjoncture mondiale qui se détériore petit à petit, les grandes puissances économiques se mettent à vaciller. Ultra-dominateur depuis plusieurs siècles, l'Occident réalise peu à peu que son hégémonie fait de plus en plus partie du passé. Les 50 dernières années auront vu l'humanité faire un bond en avant sans précédent. Le PIB mondial n'a jamais été aussi élevé, stimulé par les grandes puissances économiques. D'autres pays ont commencé à tirer leur épingle du jeu pour à leur tour devenir de sérieux concurrents économiques. Les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine et de l'Afrique du Sud, est bien entendu la première image qui nous vient à l'esprit lorsque l'on parle de l'émergence de nouvelles puissances économiques. Cependant, d'autres pays auront bientôt eux aussi leur carte à jouer, et notamment des pays membres de l'ASEAN. Cette association des pays d'Asie du Sud-Ouest a vu le jour il y a déjà près d'un demi-siècle, mais elle commence enfin aujourd'hui à réellement peser dans l'économie mondiale. Les 10 pays membres, Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam, ont en ligne de mire de renforcer le plus possible leur coopération économique et politique afin de s'imposer comme un réel bloc et moteur de la zone asiatique. L'intégration régionale est donc l'objectif numéro 1 du groupe, mais l'intégration mondiale n'en reste pas moins lésinée pour autant. L'ASEAN a conscience des enjeux économiques de demain et sait qu'elle ne s'en sortira pas seule. Son parcours a été jalonné de turbulences, en particulier la crise asiatique de 1997 qui a fortement déstabilisé la zone et a obligé l'ASEAN à renforcer son système financier, son modèle économique. La conjoncture actuelle ralentit l'émergence des pays qui voient leurs exportations diminuer. Sur le plan social, l'ASEAN est une diversité exceptionnelle, ce qui est une force mais aussi une faiblesse. Aujourd'hui, l'ASEAN doit continuer son processus d'intégration si elle veut réussir à maintenir sa croissance. Néanmoins, au vu de la conjoncture actuelle, mais aussi des propriétés intrinsèques de la zone, on peut se demander si l'ASEAN est maintenant assez mature pour affronter avec plus de résilience les crises internes comme externes. Les propos tenus dans ce document n'engagent que leur auteur. Donc introduction, après c'est vraiment long, c'est un sujet très spécifique. En tout cas, voilà un mémoire qui avait été réalisé par un étudiant, donc Fabien Arnaud, diplômé, avec diplôme a priori prestigieux d'écoles économiques, un rapport en tout cas qui semble très intéressant. Je vous laisse le découvrir, on va pas le lire en entier, bien sûr on n'a pas le temps ici, et c'est pas le but de cette émission. Le but c'est un peu d'être accroché, de dispatcher l'information déjà importante, et puis s'il y a des choses intéressantes, de partager les liens, partager l'information, ce qui est fait ici. Donc voilà, je vous invite à le découvrir plus en détail sur le blog de qualité d'Enlil de Benoît Rousseau. Donc vous pouvez toujours retrouver à la une en haut à gauche l'interview. Benoît Rousseau qui est un ancien prof d'histoire économique, qui est très bon, trader, qui est trader pour compte propre, qui gagne de l'argent, largement suffisant pour en vivre très décemment tous les mois, c'est un peu l'objectif de chacun. Il a une entreprise à côté de ça, en tout cas, pour découvrir son approche, sa vision de l'économie, du trading, sa stratégie de trading. N'hésitez pas à regarder cette interview en haut à gauche dans la partie à la une sur videobourse.fr. Alors on va lire ici son bilan du jour, donc du 12 août 2013. Un petit message en cette période estivale, je continue à trader tranquillement en appliquant la technique dont je vous ai fait part fin juin sur le forum et début juillet sur le blog. Scalping sur support psychologique avec un trend haussier typique à juillet et août. C'est un trading moutonnier, mais en l'appliquant avec régularité, on peut faire les bénéfices annuels en un été, à condition de ne pas tout reperdre au 4e trimestre. C'est la période où je réalise mes plus gros gains généralement. J'ai été enseignant 10 ans et les seuls moments où je pouvais trader convenablement, c'était durant les vacances scolaires, donc je suis plus expérimenté sur cette période de l'année. Je me suis contenté de scalper à l'achat sous 8250 sur le DAX 30, qui est le point psychologique majeur de cet indice depuis de nombreux mois. J'ai fait ainsi 21 scalps en 6 semaines, dont 2 ce matin, sur 5 à 6 possibilités entre 11h et 11h45. Voilà, on voyait ici un seuil qui a été très bien respecté. Ici, il s'agissait
Je sais... D'accord. Ce matin, donc il s'agit du SD, d'accord. Ce matin, la S2 journalière sur le DAX 30 a parfaitement fonctionné, et comme elle se situait sous les 8250 à 8243, renforcée par la S1 journalière du Dow Jones, c'était du velours. Après autant de tests sur un support psychologique, ce n'est pas un support mais du gruyère. Je ne vais plus scalper sous les 8250, on peut les casser franchement maintenant. D'ailleurs, la courbe des indices sur 7 jours m'incite maintenant à la prudence. Le cash a été pris pour toute la fin d'année, 5 à 6 semaines de vacances programmées. Il serait inutile de prendre des risques maintenant. Wait and see, on n'est pas pressé. Règle numéro 1 du trading, ne pas perdre d'argent. On aura des occasions d'en gagner et d'en perdre en septembre. Les vacances commencent pour moi, je déconnecte tout. Je laisse mes scalps mûrir plus. J'ai ainsi fait ce matin plus 8 et plus 18 points par lot sur le DAX contre en moyenne 2 ou 3 points habituellement. Le marché étant peu nerveux, on peut laisser filer un peu plus quand on est sur un trend. De plus, comme il n'y a pas de boulot pour ma société de référencement en ce moment, même les clients anglais sont sur répondeur cette semaine, je peux tranquillement surveiller les cours et donc garder plus longtemps. Je profite de cette pause sur les marchés pour me reposer, faire du sport, sortir, méditer, afin d'être en pleine forme à la rentrée, car il va y avoir du sport. La rentrée risque d'être mouvementée avec l'accroissement de la volatilité attendue. Tiens, et si on regardait le VIX pour les traders anticipant cela? Intéressant ce dernier clin d'œil puisqu'on est justement acheteurs, nous, sur le VIX. Donc voilà, un article très intéressant, pareil que vous pouvez retrouver sur le blog de Benoît, donc Benoît Rousseau, du site enlil.fr. Bon, 19h19, je crois qu'on a fini l'heure. On va dire un petit dernier article. Je vais aller voir sur mes blogs préférés. Donc moi, mes blogs préférés, c'est Le Billet du Trader, enlil.com et margincall.fr. Si vous en avez d'autres à me faire partager, n'hésitez pas. Bon, Le Billet du Trader, en ce moment, ils sont en vacances. Et sur Margin Call, est-ce qu'ils ont publié quelque chose? Danse avec les requins, non. Pareil. Donc du coup, on a fait notre boulot. L'objectif de chacune de ces émissions quotidiennes est bien le suivant. Vous fournir l'information importante sur la journée, prendre des positions dans le cadre de mon compte témoin, gérer les positions, pas forcément prendre, hein, on peut ne rien faire pendant longtemps, d'ailleurs au départ on n'a rien fait pendant longtemps, gérer les positions, donc en prendre, en fermer, ou en laisser ne rien faire justement, et voir les publications intéressantes. Je pense qu'on a répondu à ces trois problématiques. On peut désormais passer à autre chose. Moi je continue à regarder les occasions, les possibilités sur les marchés. Si je dois prendre des positions en dehors des heures des émissions, vous les retrouvez à tout moment en consultant le suivi de mon compte. Vous avez les liens un peu partout sur le site, donc notamment au-dessus et en dessous du cas de diffusion de l'émission. Un petit résumé avant de partir, dans le cadre de ces positions. Donc j'ai actuellement 7 positions, pardon. Je suis donc vendeur sur le dollar australien face à l'or canadien, position qu'on a ouverte ce jour, avec un profit en cours de 3,72 €. Je suis vendeur de Nikkei, avec une perte en cours de 4,13 €. Je suis acheteur d'euros face au dollar canadien, avec une perte de 88,65 €. Je suis vendeur de Dow Jones, avec un gain de 156,35 €. Je suis vendeur d'or, avec une perte en cours de 193 €. Je suis acheteur de VIX, avec une perte en cours de 81 €. Et je suis vendeur de dollars face à la livre turque, avec une perte en cours de 52,88 € et un swap positif de 9,38 €. Voilà donc les positions en attente que vous voyez en dessous. Il s'agit de mes sorties d'un tiers à chaque fois, si ça se passe mal. Tout est prévu de ce côté-là. Voilà, pas grand-chose de plus à signaler. On va aller voir si demain on a de la nouvelle macroéconomique, donc des chiffres qu'on attend précisément qui pourraient amener de la volatilité. Et autrement, au niveau fondamental, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Beaucoup de l'attention est tournée, bien sûr, vers ce qui peut se dire aux États-Unis par rapport au ralentissement du programme de rachat de la Fed, bien sûr. Donc ce soir, on aura la balance du budget fédéral américain à 20 h, ce sera à surveiller. C'est juger l'importance moyenne par Forex Factory. Du côté des marchés américains, demain, on aura les indices de vente au détail à 14h30, donc ce sera surveillé. À 11h, on aura l'indice économique ZOO allemand, donc l'indice de sentiment des consommateurs allemands. Et on aura
l'indice de sentiment économique allemand plutôt. À 10h30, l'indice CPI relatif à l'économie britannique. Voilà, je vous ai indiqué les nouvelles d'importance majeure. Autrement, on aura des nouvelles d'importance faible et moyenne tout au long de la journée. Donc ce sera intéressant à suivre demain. Voilà, bonne soirée à tous, bon trade. N'hésitez pas à consulter Vidéo Bourse, je bosse énormément sur le site en ce moment pour préparer quelque chose à la rentrée de optimal, parce qu'à la rentrée je ne veux plus me prendre la tête avec le site, mais me concentrer sur mes sessions de trading. À la rentrée on va reprendre de 9h à midi, puis de 14h à 18h, plus de 18h à 19h une émission, donc tous les jours ça va être vraiment intense au niveau des sessions de trading. Ce sera vraiment une salle de marché qu'on aura sur videobourse.fr. J'essaie de mettre en place tout ça. Je réponds aux questions sur le forum, on développe des sujets, des débats sur le forum. Il y a pas mal de choses, des intervenants de qualité qui sont là, des gérants, je pense à Paul de Celtinvest, bien sûr les analystes de DailyFX qui publient régulièrement, les analystes de Tribuforex qui publient régulièrement, on a des personnes très intéressantes comme Benoît Rousseau qui publie, donc voilà, un forum vraiment de qualité. Après on a aussi tous les entre guillemets inconnus qui viennent participer, en tout cas n'hésitez pas à consulter cela et à profiter des différents événements que l'on a filmés tout au long de l'année. Parfois on n'a pas le temps de tout regarder au moment où ça sort. Profitez justement de cette période calme, parce qu'à la rentrée ça va revenir avec du lourd, avec pas mal d'événements sur Paris que je vais couvrir. Voilà ce que je peux vous proposer sur videobourse.fr. Bonne soirée à tous, bon trade, et je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle session de trading. Ciao sur Mumble, bonne soirée à vous, demain